Bonjour Frédéric Fréry. Bonjour. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School et à l'école centrale Supélec. Et vous venez de publier cet ouvrage tout jaune là, qui vient de sortir, 100 idées impertinentes pour mieux manager. Alors c'est un livre qui est publié par la Harvard Business Review dans ses collections spéciales et vous y abordez toute une série de thèmes, le management, l'innovation, l'organisation, la stratégie, la concurrence, la performance. En fait, vous reprenez une grande partie des chroniques que vous avez fait avec Cerficanal. Alors c'est très agréable à lire parce que c'est très court, 3-4 000 signes, on peut aller picorer dedans, on n'est pas obligé de suivre l'ordre. Alors je voudrais vous poser tout de suite une question, Frédéric Fréry. Faut-il se méfier des gourous ? Les gourous, le management c'est compliqué. Le management c'est conduire l'action collective et donc les gens qui ont ce métier-là, que ce soit manager ou dirigeant, ils cherchent quelque chose pour réduire leur stress. Et quand il y a quelqu'un qui leur apporte la bonne parole, bien évidemment ils ont tendance à les écouter. Alors il faut conserver les gourous pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que certains ont des idées qui sont vraiment intéressantes. Le gourou l'a dit. Certains ont des idées intéressantes qui reposent sur des modèles qui sont bien appuyés sur de la recherche. D'autres ont tendance à être un petit peu trop gourous justement. Maintenant, faut séparer le bon grain de l'ivraie. C'est globalement une activité qui est intéressante. Gourou de management, parce que ça permet de rappeler qu'il y a cette idée collective de comprendre effectivement comment il faut faire. Maintenant, en pratique, c'est peut-être pas la littérature la plus intéressante qui soit, celle des gourous. Alors, vous dites des choses un petit peu surprenantes dans ce livre, dans ces articles. On peut échouer en écoutant attentivement ses clients. Alors, on dit toujours il faut écouter ses clients et vous dites on peut échouer. Oui, parce que si votre offre elle est faite vraiment pour les clients que vous avez déjà, vous risquez de vieillir avec eux et un jour de mourir avec eux. De temps en temps, il faut faire des offres qui ne plaisent pas aux clients qu'on a déjà, mais qui plaisent à d'autres clients qu'on n'a pas encore. En fait, la bonne idée, c'est pas d'écouter les clients, c'est d'écouter le marché dans son ensemble. Et en écoutant le marché dans son ensemble, on ne s'enferme pas dans une offre qui correspondrait uniquement à ce qu'on fait déjà et qui plaît déjà aux clients qu'on a déjà. Alors, vous posez aussi des questions impertinentes, puisque c'est le sujet du livre, comme par exemple, est-ce que la stratégie, c'est du creux ou du blabla ? Alors, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir parfois quand on lit la page « Notre stratégie » sur le site web des entreprises ou quand on écoute les discours des dirigeants. Maintenant, il faut faire la différence entre le discours qui est tenu sur la stratégie et la stratégie elle-même. Le discours, il est souvent édulcoré pour des raisons de concurrence, des raisons de pas trop influencer les cours de bourse ou des choses comme ça. La réalité derrière, c'est beaucoup moins du creux et du blabla. Donc, le blabla, il existe, mais il existe en tant que blabla de discours. Maintenant, la réalité de la stratégie, elle est là et elle n'est pas contestable. Alors, dans les choses étonnantes que vous citez, vous parlez de la fameuse stratégie Océan Bleu dont on parle depuis, ça fait combien, 20 ans, quelque chose comme ça? Ça fait 10 ans maintenant, un peu plus. 10 ans. Il y a eu des articles d'abord et puis le premier bouquin, c'est 10 ans. Alors, comment fait-on pour qu'un océan bleu reste vraiment bleu? Parce qu'ils ont l'air de tourner plutôt rouge en général, ce qui est vrai d'ailleurs pour le Cirque du Soleil. Oui, qu'il y a beaucoup de concurrents maintenant, effectivement. Alors, le risque, effectivement, c'est que si vous définissez une offre qui est vraiment innovante, ce qui est l'idée de l'océan bleu, et qu'elle est attractive pour tous vos concurrents, ils vont tous se déplacer avec vous. Ils vont tous faire pareil. Et donc, vous n'avez pas créé un océan bleu, vous avez déplacé l'océan rouge. Et donc, pour qu'un océan bleu existe vraiment, il y a une condition qui est importante, c'est que vos concurrents ne veuillent pas vous imiter. Qui se disent non, ça c'est pas une bonne idée, je vais pas y aller. Parce que si jamais vos concurrents se disent très très bonne idée, je vais faire la même chose, c'est pas un océan bleu que vous avez créé, vous avez déplacé l'océan rouge. Et donc toute la condition de secret en fait qu'il y a derrière ça, c'est d'avoir défini un modèle économique qui soit suffisamment original en fait dans son approche pour que vos concurrents soient dissuadés de le copier. Il faut aller là où les autres n'ont pas envie d'aller. N'ont pas envie d'aller absolument, peut-être parce que ça les obligera à renier une stratégie qu'ils considéraient comme étant la bonne. Alors, vous abordez aussi le problème de la performance. Je vais picorer un petit peu partout dans votre livre, là. Alors, vous dites une chose encore plus étonnante. Le succès mène à l'échec. Ah oui, ça. Alors, pourquoi le succès mènerait à l'échec? Parce que quand vous avez trouvé une recette de succès, il y a une tendance naturelle qui est de l'appliquer, de la répéter, et d'être de mieux en mieux, de meilleur, toujours meilleur sur la recette du succès. Et puis tout ce qui n'est pas au service de votre recette du succès, finalement, c'est pas très intéressant, et donc on le met de côté, voire on s'en débarrasse, et on devient le grand spécialiste de la recette qui marche. Or, il y a une chose qu'on sait, c'est que le pire ennemi de l'innovation, c'est la spécialisation. L'innovation, ça vient de la marge, ça vient pas de la profondeur. Et le plus gros moteur de la spécialisation, c'est le succès. Ah oui, on se spécialise rarement dans l'échec. Mais en revanche, quand on a trouvé un truc qui marche, on le répète. Et à force de répéter, on se spécialise, on devient hyper spécialisé, très bon, le meilleur du monde sur la solution qui marche, ce qui fait qu'on a du succès. Et puis là, un jour,
Il y a quelque chose qui change dans l'environnement, une nouvelle technologie, une nouvelle réglementation, un nouveau concurrent, un nouveau marché, et on devient le grand spécialiste du truc qui ne marche plus. Et ça, c'est ce qui est arrivé à ces célèbres cas, évidemment, des Kodak, des Nokia, des BlackBerry, qui étaient les meilleurs du monde, et c'est ça qui les a tués. La liste est infinie. Alors, on se pose aussi une question, puisqu'il est question de management dans ce livre et d'idées impertinentes. Les managers servent-ils vraiment à quelque chose ? Je crois qu'ils servent vraiment à quelque chose, parce que fondamentalement, une organisation, c'est un collectif d'individus en interaction avec un but, et un but qui doit être partagé. Et ce qu'on sait, c'est que quand on met une foule, même avec un but partagé, ça peut rapidement dégénérer dans quelque chose de pas très intelligent. Et donc management, il faut mettre de l'ordre un petit peu là-dedans. C'est pas que de l'ordre, ça va consister en fait à éviter que ça bascule dans quelque chose qui serait plutôt de la foule. Donc, je dirais que le management, ça consiste en fait à s'assurer qu'un collectif aura une intelligence collective plutôt qu'une stupidité de la foule. Et pour ça, il y a des managers, bien sûr, mais il y a aussi des procédures, des budgets, enfin, tout ce qu'on a en général en management pour faire ça, et c'est pas que des managers, mais tous les outils qu'on a à disposition pour le faire, c'est ce qui permet d'assurer que cette foule, ce collectif, aura une intelligence collective et non une stupidité de la foule. Alors Frédéric Fréry, c'est un petit peu étonnant, vous êtes professeur de stratégie et vous voilà en combattant, en héros pour se débarrasser des idées reçues en management. Oui, parce que, une nouvelle fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que le management, c'est stressant, ceux qui en font, ils sont stressés, et donc, ils sont à la recherche de recettes. Et les idées reçues, c'est souvent des recettes. Il faut écouter les clients, la part de marché, ça mesure votre succès, et ça, c'est des idées reçues qui ne résistent pas véritablement à l'analyse. Quand on se penche vraiment sur ces questions-là, on se rend compte que c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et si parfois certaines choses peuvent marcher, elles ne marchent pas à tous les coups. Et donc vouloir toujours utiliser la même recette dans tous les cas, c'est la meilleure chance de se planter en fait. Et donc, ce qui est important, il n'y a que des situations concrètes finalement. Il n'y a que des situations concrètes et contingentes, bien sûr. Et puis intellectuellement, de toute façon, mettre en cause les idées reçues, c'est la chose la plus bénéfique qui soit. Si vous vous contentez d'annoncer les leçons qu'on vous a données, vous n'allez pas devenir très malin. Là où vous pouvez réfléchir et véritablement apporter une pierre à l'édifice, c'est quand vous allez apprendre à vous poser des questions et pas simplement apprendre à appliquer des réponses. Donc pour apprendre tout ça, pour se méfier des idées reçues et pour passer un bon moment, parce que tout ça est raconté avec beaucoup d'humour, sans idées impertinentes pour mieux manager, la Harvard Business Review. Merci Frédéric Fréry. Merci beaucoup.